Eh bien, bonjour. L'émission d'aujourd'hui va être consacrée à un sujet en relation avec la médecine et concerne un propos qui concerne tout le monde puisqu'il s'agit du stress. Qui d'entre nous n'a jamais été stressé? Je crois que c'est impossible de ne pas l'être un jour ou l'autre. Et bien souvent, on attribue le stress à nos conditions de vie, à la rapidité de notre vie actuelle, aux conditions de travail parfois, et on le voit donc sous un angle négatif. L'invité du jour pour nous parler du stress et pour nous faire découvrir toutes ses facettes et pas seulement l'aspect négatif est le docteur Paul Dupont, ancien chef de clinique et assistant des hôpitaux dans le domaine de l'endocrinologie et de l'alimentation. Bonjour Paul. Bonjour, enchanté. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Le stress et la découverte de soi. Voilà. Donc on va parler du stress, mais on va voir aussi pourquoi le stress pourrait nous mener ou nous aider à nous découvrir nous-mêmes. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le stress ? Alors, il faut penser à une chose, c'est que le terme stress est aujourd'hui très bien utilisé, beaucoup, mais il faut remonter à l'origine du terme pour bien comprendre le sujet. Et c'est dans les années 30, il y a pratiquement un siècle, qu'un physiologiste allemand du nom de Hans Selye a découvert ce que le stress pouvait entraîner chez l'animal. Il avait mis des souris en cage et protégées par de la ouate pour pas qu'elles se blessent. Et il s'était aperçu que cette privation de liberté aboutissait à des dégénérescences de certaines glandes, notamment des glandes endocrines, du thymus. Et donc il a décrit pour la première fois le terme stress pour faire référence au terme employé en métallurgie. On fait référence à la capacité de résistance d'un alliage à la déformation. Donc, quand on stresse un métal, si vous voulez, il avait utilisé ce terme pour dire que la souris était stressée et qu'il y avait donc une conséquence. Alors, le terme stress après a été utilisé, mais on a confondu souvent le stress, phénomène stressant, et la réaction de l'organisme. Alors, ce qui est important, c'est pas tant l'événement stressant, mais c'est surtout, comme je l'ai expliqué dans le livre, la façon dont on réagit et dont on s'adapte à ces conditions. Alors justement, dans votre livre, vous parlez de 3 types de stress qui correspondent à ces différentes réactions possibles de l'individu. Alors, ce sont des termes que déjà ce physiologiste avait évoqués, moi j'en ai ajouté un 3e. La partie négative du stress, c'est-à-dire c'est quand on réagit mal, il a décrit cela comme étant le distress, qu'on peut traduire par le terme détresse. Et à l'inverse, si on s'adapte, si on est mieux par rapport à la réaction d'adaptation, il appelait ça le E-stress, c'est-à-dire comme équilibre, rééquilibration par rapport à la déformation entraînée par les conditions stressantes. Et j'ai ajouté dans mon livre une 3e condition qui est le ne-stress ou a-stress, c'est-à-dire l'absence de réaction, c'est-à-dire un petit peu la neutralité face à un événement défavorable. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde subit le stress ou vit le stress? Alors, le problème de la vie actuelle, c'est qu'il y a une tension dans la société, tant au niveau de la rapidité dans la façon dont nous vivons, que de toutes les ondes que l'on subit, les ondes magnétiques, les portables, la vie effrénée que l'on mène, les conditions sont tellement stressantes qu'effectivement, on le voit, il y a de plus en plus de pathologies, notamment endocriniennes, qui sont liées au stress. Mais quel que soit l'âge, est-ce qu'il y a un âge pour avoir du stress plutôt qu'un autre? Ou est-ce que dès qu'on est enfant ou tout jeune, on peut connaître le stress? On est stressé, on a des conditions stressantes dès la naissance. Déjà, la naissance, c'est pas un phénomène sans stress. Disons que les conditions stressantes, elles sont toute notre vie. Mais ça dépend comment on va s'adapter, comment on va réagir. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, qu'on peut dire que le stress est un aiguillon dans la vie. C'est ce qui permet une réaction. Or, la réaction, c'est le mouvement, c'est la vie, c'est l'énergie.
Mais le problème, c'est la façon dont on l'accepte. Alors, je voudrais que vous reveniez un petit peu sur ce que vous nous avez dit, le distress, le stress et le no-stress. En quoi consistent ces réactions dont vous parlez? Parce que c'est le comportement individuel qui va changer selon le type de stress. Alors, en quoi ça consiste quand c'est le distress, le stress ou le no-stress? Alors, le distress, ça va être la façon négative de réagir. Donc, ça porte sur tous les plans de l'être. Ça va du plan psychique au plan physique, en passant par le système neurovégétatif. Donc, il peut y avoir des réactions désadaptées, inadaptées à la condition stressante. Alors, la condition stressante pouvant être à la fois physique, mentale, psychique, émotionnelle, etc. C'est toutes les conditions de la vie qui font qu'on doit s'adapter et qui sont pas forcément négatives, mais qui peuvent être mal perçues. Une incompréhension, par exemple, dans la vie, un changement. Personne n'accepte pas toujours le changement. Donc tout ça, ça va créer une détresse, c'est-à-dire un mal-être, en quelque sorte, qui va porter à la fois sur les systèmes neurovégétatifs et également sur les glandes. Et c'est surtout la façon de réagir qui va être importante. Si par contre, cette condition extérieure qui est défavorable est acceptée soit par la fuite, parfois c'est la fuite, c'est-à-dire on refuse un événement, donc on va pas affronter l'événement stressant, soit par l'adaptation, c'est-à-dire en faisant peut-être ce qu'on appelle une analyse de soi, pour ça qu'on verra plus tard, on va parler de la connaissance de soi, bien, ça peut être favorable, c'est-à-dire qu'on va avoir, par l'intermédiaire de certaines hormones cérébrales, une satisfaction. Même dans la fuite. Alors, peut-être pas forcément dans la fuite, mais dans l'adaptation. C'est-à-dire, si on arrive à vaincre un événement défavorable en s'adaptant, en changeant son comportement, son attitude, à la fois physique et morale, on peut avoir une satisfaction. C'est là que le stress, entre guillemets, peut renforcer un petit peu l'énergie vitale du corps, finalement, en sécrétant certains neuromédiateurs du système neurovégétatif au niveau du cerveau profond, tels que la dopamine, tels que l'ocytocine, etc., les hormones, finalement, du cerveau, et qui donnent cette sensation de bien-être et même de bonheur. Donc, quand vous expliquez que c'est notre propre attitude qui va nous faire vivre le stress différemment, voilà. Cela veut dire qu'on a la capacité d'analyser l'événement. Voilà. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile dans le monde actuel. Dans le monde actuel, le problème, c'est qu'on vit sur un plan matérialiste. Donc, basé sur l'ego et le chacun pour soi. Donc, si on n'est pas capable de s'analyser par rapport aux situations extérieures, de s'adapter et de faire la preuve aussi peut-être des erreurs et de les trouver en soi-même, d'où la recherche intérieure, c'est sûr qu'on va continuer à s'affronter aux événements. Vous savez, les épreuves que vivent les gens, souvent, elles se reproduisent. On peut avoir un jour une épreuve dans un domaine particulier qui va entraîner une vexation et qui n'est pas compris. Et peut-être on va passer le cap, mais on va le refuser, et ben elle va se reproduire. Et parfois, des gens... Je prends un exemple. Par exemple, dans une entreprise, on peut très bien se confronter à des collègues et changer d'entreprise et se retrouver dans le même conflit ou de voisinage ou de collègues dans un autre cas. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Voilà. C'est ce que vous dites dans votre livre quand vous dites ce sont nos réactions qui induisent le stress. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce qu'on n'a pas bien compris. C'est-à-dire que le stress est devenu un alibi, alors que c'est un aiguillon finalement. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous force à essayer de nous réadapter par rapport aux situations pour être meilleurs en quelque sorte. Mais c'est difficile de s'adapter parce que s'adapter, ça peut être accepté, ça peut être subir passivement, voilà. Mais on ne peut pas tout subir non plus. Voilà. Il y a des fois où il faut réagir. Alors, il y a un juste milieu à trouver, mais comment le trouver? Ben justement, c'est là tout le sujet, si vous voulez, de la recherche et, disons, de se connaître soi-même. C'est-à-dire que le stress, ce sont des conditions, mais il y a une énergie derrière la condition. C'est une énergie. Et donc cette énergie, on pourrait même la relier à une sorte d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a en soi ce qu'on peut qualifier d'être intérieur, qui est la voie de la conscience en quelque sorte, et qui fait que si on arrive à communier avec cette voie intérieure, on arrive à mieux se connaître soi-même,
et de peut-être définir ce qui ne va pas dans notre attitude. Et au lieu de rejeter sur les autres, il vaut mieux d'abord se poser la question si on n'est pas aussi en partie responsable des situations stressantes qui nous affectent. Voilà, c'est le problème en fait. Mais on n'a pas toujours tort non plus. Donc il faut savoir aussi que le stress, c'est aussi un aiguillon qui va libérer une énergie qui fait qu'il faut aussi, dans certains cas, si on a raison, se défendre. D'ailleurs, le stress, le E-stress, c'est-à-dire celui qui permet d'être mieux, c'est aussi une réaction. Oui, voilà, mais c'est d'une certaine manière un signal, le stress. Un signal qui peut nous être très utile et qui va nous amener, si on le veut bien, à prendre du recul par rapport à une situation et à s'intérioriser peut-être. Oui, c'est bien le terme, prendre du recul. C'est vraiment le terme. Et en fait, c'est le plus difficile, parce que quand on joue une pièce de théâtre et qu'on est déjà soi-même acteur, il est difficile de se retrouver dans la salle et de s'observer. Or, c'est ça qu'il faudrait faire normalement. C'est d'essayer de ne pas être à la fois l'acteur, le réacteur, et être spectateur. Alors, on y reviendra tout à l'heure quand vous nous expliquerez plus comment on peut maîtriser le stress. Là, déjà, je voudrais vous demander... le stress, s'il n'est pas maîtrisé, justement, est-ce qu'il amène ou il entraîne des maladies particulières? Ah oui, la plupart des pathologies sont liées au stress, au distress, si vous voulez. Quelles que soient les pathologies, on peut les attribuer au stress. En dehors des accidents, bien sûr, ou des anomalies alimentaires, nutritionnelles, les carences, par exemple, qui font qu'on est beaucoup plus sujet à des mauvaises réactions. La plupart des pathologies sont psychosomatiques. Il faut pas l'oublier, ne serait-ce que même les maladies de peau. Par exemple, vous prenez l'eczéma, on sait très bien que les poussées d'eczéma, ça est lié à des phénomènes stressants. Souvent, un bébé qui a de l'eczéma, il a peur de l'abandon, il a peur de pas être aimé. Mais c'est ce qu'il crée lui-même, c'est-à-dire, c'est pas qu'il n'est pas aimé, c'est pas qu'on l'abandonne, c'est qu'il se le met en tête, en quelque sorte. Oui, mais alors pourquoi l'un va avoir telle maladie et l'autre telle autre maladie? Alors là, c'est en partie la génétique, c'est en partie l'acquis, voilà, l'épigénétique, etc. On est tous porteurs d'anomalies potentielles au niveau des gènes qui vont se générer justement par phénomène épigénétique, c'est-à-dire par fonctionnement des gènes affectés eux-mêmes par le phénomène négatif du distress. Alors, il y a certaines personnes qui ne sont pratiquement jamais malades. Alors, on peut penser que ce sont des personnes qui gèrent bien le stress, pas forcément, consciemment ou inconsciemment. Pas forcément, mais peut-être qu'elles ont les capacités justement génétiques et peut-être aussi par une bonne hygiène de vie, de se maintenir en état d'équilibre. Donc, il ne faut pas que ça les empêche d'apprendre à maîtriser le stress. Et voilà, là, c'est plus compliqué, mais voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui est en bonne santé qui est parfait. Voilà, la santé n'est pas que liée, si vous voulez, au phénomène psychosomatique. Alors, vous parliez tout à l'heure des glandes. Quelle est l'incidence du stress sur les glandes? Je pense que vous parlez des glandes endocrines, bien sûr, et plutôt sur leur dysfonctionnement. Oui. Disons qu'on peut dire qu'il y a 3 grandes fonctions endocriniennes liées au stress. Le fonctionnement de l'hypothalamus, c'est-à-dire l'hypophyse, qui est le chef d'orchestre, et qui va diriger de manière autonome, souvent, c'est comme un phénomène réflexe, le fonctionnement des surrénales, qui vont être dans l'action immédiate, sont la médulle surrénale qui sécrète de l'adrénaline, c'est-à-dire ce qui permet de partir en courant, par exemple, si on est attaqué, voilà, ça vous allez dépasser même vos capacités physiques, puisque là, l'adrénaline, ça crée une réaction générale du corps d'adaptation. Et après, vous avez la thyroïde qui va réagir en deuxième temps. C'est la thyroïde, ça va être l'économiseur de la vie ou la mobilisation de la vie sur un terme plus long. C'est-à-dire que lorsque la thyroïde fonctionne, elle va augmenter ce qu'on appelle le métabolisme, donc la ressource énergétique. Et ça, sur un long terme. Et on voit de plus en plus de pathologies thyroïdiennes. Pourquoi? Parce que la vie actuelle nous fait consommer l'énergie. Vous voyez, on ne fait pas que consommer de l'électricité, on consomme beaucoup d'énergie. À cause de la vie trop rapide, stressante entre guillemets, puisqu'on est confronté à des phénomènes extérieurs très stressants, de la vie quotidienne, ne serait-ce que les actualités,
Déjà, si on Oui. est un petit peu en harmonie avec ce qu'on écoute, il y a de quoi être stressé. Mais comment faire la part des choses entre la pathologie qui sera liée à des phénomènes extérieurs? Par exemple, on a beaucoup parlé de liens possibles entre le cancer et Tchernobyl, par exemple. Voilà. Et notamment les problèmes de thyroïde qui sont apparus. Alors comment faire la distinction entre ce qui est lié à un phénomène extérieur et ce qui est lié à notre comportement? Alors, là, vous faites allusion aux choses qu'on ne peut pas maîtriser, en fait. Parce que il y a certains stress comme des accidents, et Tchernobyl, c'est un accident, qui font que on a beau être bien réactif, on va subir. C'est comme un stress de la société en général. Vous savez, les portables, c'est pas sans danger. Voilà. Effectivement, la radioactivité en fait partie. Beaucoup des phénomènes extérieurs de la société moderne créent des anomalies au niveau du corps humain. Et on les subit. Là, on peut pas s'adapter. Enfin, on s'adapte parce que voilà, parce que le corps a des ressources, il se régénère. Si le moral est bon, si vous voulez, il y a une énergie. On n'en parle pas assez, mais c'est la confiance. Voilà, dans l'énergie qui existe en nous. Et puis il y a des méthodes qu'on enseigne, notamment, et que j'explique un peu dans le livre, on va y revenir, qui font que, si vous voulez, on maîtrise non seulement nos pensées, nos émotions, et également on renforce l'énergie vitale. Et cette énergie, elle nous protège face à ces événements extérieurs. Alors bien sûr, si on subit de la radioactivité, bien sûr, tout le monde va en prendre. Bien sûr. Tout comme la pollution. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va passer justement à l'aspect que vous analysez dans votre livre. En quoi le stress permet-il de nous découvrir et qu'est-ce qu'il permet de découvrir en nous? Voilà. Alors là, ça fait référence à l'ancienne tradition mystique, entre guillemets. Le mot mystique, ça veut dire la recherche des mystères de la vie, de la connaissance de soi. Voilà. Quand on regarde un petit peu tous les travaux des anciens philosophes, c'est le connais-toi toi-même. C'est le plus important, c'est-à-dire d'essayer de se connaître. Or, la plupart des gens passent à côté. On va leur faire des techniques de relaxation, de respiration pour équilibrer le cœur et les poumons, etc. Très bien. On va leur apprendre la méditation, dite entre guillemets laïque, pour pas faire référence à des formes religieuses. Mais on va pas leur donner, en dehors de ces techniques, le fondement qui est derrière, c'est-à-dire le pourquoi, du comment. Pourquoi ces techniques, à quoi servent-elles? Or, elles servent à se connaître soi-même. C'est le fondement, si vous voulez, de la vie, de l'être humain, que de se connaître lui-même. Or, les écoles de philosophie, c'est la recherche de la sagesse, donc de se connaître soi-même. C'est en ce sens que quand vous dites que le stress est un comportement, finalement, il révèle notre comportement. Si nous analysons notre comportement, nous nous découvrons nous-mêmes? Alors, moi j'irai plus loin. Je suis persuadé que tous les événements sont quelque chose qui vient d'une intelligence extérieure. Et cette intelligence, elle doit être découverte en nous-mêmes pour s'harmoniser avec elle. La connaissance de soi, c'est finalement la connaissance de cette intelligence spirituelle qui est en nous, comme une espèce de lumière à l'intérieur de l'être, qui fait que l'on retrouve cette source comme des petites étincelles de conscience qui font qu'on s'adapte à tout ce qui est extérieur. Voilà. Il y a un travail d'alchimie. Alors, c'est un travail d'alchimie mentale et spirituelle. Pourquoi? Parce que tout dépend également de notre comportement. Il ne suffit pas de dire, voilà, je perçois, mais si je n'agis pas, voilà, il faut aussi maîtriser la façon de penser, la façon d'être à l'extérieur et de communier justement avec cette énergie. Donc le stress, finalement, quand je disais que c'est un aiguillon, c'est que c'est cette énergie spirituelle de l'univers, qu'on pourrait appeler d'une conscience universelle, qui fait que on doit s'adapter avec elle. Mais quand même, vous parliez de techniques comme la respiration, la méditation. Elles sont essentielles pour pouvoir apprendre à se maîtriser soi-même, à se connaître, et donc à faire face
aux différentes formes de stress? Moi, je pense que c'est l'essentiel, c'est-à-dire c'est ce qu'on apprend, notamment au sein de la Rose-Croix. On apprend effectivement la relaxation, la respiration, la visualisation, la méditation. Mais ce sont des techniques qui ont un but, encore une fois, d'intérioriser, de connaître qui on est, de développer les capacités d'énergie, de force vitale, pour justement faire face. Voilà. Ça, c'est vraiment les clés. Le mot que vous avez prononcé, ça serait peut-être celui de la conclusion, le mot de confiance. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez accordé autant de confiance dans le stress? Ce que l'on peut considérer, c'est que on a deux façons de réagir, positive ou négative. Et d'ailleurs, dans la fin du livre, je ne sais pas si on a fait référence à ça, mais j'ai essayé de trouver tous les termes que l'on pouvait choisir entre deux. Avec tout ce qui commence par IM ou IN, comme impatience par rapport à la patience, inconfiance, même c'est un terme néologisme, par rapport à la confiance. Tout ce qui commence par du négatif, ça fait des pensées négatives, c'est ce qui va permettre de ne pas s'adapter, ce qui va bloquer l'adaptation. Donc il faut essayer de travailler justement sur compréhension plutôt qu'incompréhension, patience plutôt qu'impatience, voilà, etc. Tolérance plutôt qu'intolérance. Voilà. Or ça, déjà de développer des pensées positives, d'essayer de s'adapter aux autres, aux événements, justement par la partie positive que l'on peut choisir entre deux forces. Il y a la colère ou l'amour, il y a la haine ou la... Voilà. Disons qu'il faut choisir à chaque fois la partie positive. Et dans ces cas-là, c'est l'adaptation, puisque l'énergie de l'univers, elle est forcément, d'après ce que je conçois, amour. Elle est création, elle est vie, elle est lumière. Et donc le fait de s'adapter à cet amour, à cette lumière qui est à l'intérieur de nous-mêmes et de la manifester, ça efface et ça remet de l'énergie et à toute l'obscurité qui nous entoure. C'est un peu le but que l'on doit poursuivre dans la vie. Et le stress, c'est ce qui nous doit nous forcer à ça. Voilà. Eh bien, merci Paul pour ces éclaircissements, pour plus découvrir encore tous les aspects du stress. Il n'y en a que certains qui ont été présentés ici, oui. Mais pour mieux connaître le stress et comment il peut être un outil pour nous découvrir nous-mêmes, bien, je ne peux que recommander le livre que vous avez écrit il y a quelques années déjà. Il y a déjà 30 ans. Mais qui est extrêmement pratique, simple à lire et utile pour tout le monde, et qui s'appelle donc le stress et la découverte de soi, paru à diffusion traditionnelle. Merci Paul. Merci.